Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le second épisode de Gone en live pour cette année 2026, donc l'épisode numéro 15. Aujourd'hui, on va parler de santé mentale au travail, d'intelligence artificielle, de bien-être, parce que c'est vrai que c'est un vrai sujet de société. Il y a 44% des salariés français qui admettent être aujourd'hui en situation de détresse psychologique et face aux délais toujours plus longs pour obtenir des rendez-vous. Chez les professionnels de santé, je pense notamment à des psychologues. Comment peut-on prendre soin finalement de notre santé mentale? Je suis très heureux d'être aux côtés d'Alexis Portelli pour ce nouveau numéro que nous proposons également au format vidéo. Tu es l'un des cofondateurs de Agathos, une solution qui est proposée par l'intermédiaire d'un chatbot qui est boosté à l'intelligence artificielle et qui souhaite se positionner comme un véritable compagnon du bien-être en entreprise et sur la santé mentale de manière générale. Salut Alexis, merci d'avoir accepté mon invitation. Salut Romain. Écoute, aujourd'hui, on enregistre ce numéro dans les locaux de l'UCLI, c'est l'Université catholique de Lyon, qui possède également un incubateur. J'avais eu d'ailleurs l'occasion d'y faire un tour il y a quelques mois, d'interviewer une autre start-up, donc Vivason. Donc c'est un lieu que je commence à connaître. J'en profite du coup pour saluer Victor, le fondateur de Vivason, donc par la même occasion s'il nous écoute. Alexis, pendant cet échange, on va bien sûr revenir sur ton parcours professionnel, ce qui t'a poussé à entreprendre sur ce sujet, parce que c'est un sujet qui est plus que jamais d'actualité aujourd'hui. Et puis, on va rentrer dans le détail. Le business model, les différentes étapes du projet, le passé, le présent, l'avenir. Rassure-toi, je vais pas te tirer les cartes, pour le coup. La première question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs? Parce que je t'ai déjà un petit peu introduit très légèrement, mais est-ce que tu peux nous dire au fond, qui es-tu? Qui je suis? Je m'appelle Alexis Portelli, j'ai 19 ans et j'ai cofondé avec Milan Argo et Antoine Suliman une startup du nom d'Agathos. Et tu as très bien écrit, c'était pendant très longtemps un chatbot sur lequel on peut du coup venir parler. En B2C c'est gratuit, donc n'importe quel particulier peut venir parler gratuitement avec l'IA. Et c'est ça, on a un modèle du coup entreprise, comme tu as pu le décrire, où on va proposer un chatbot. Mais aujourd'hui, on essaie de passer un peu le cap, parce qu'après avoir fait du coup un an d'école de commerce, j'ai également en parallèle fait du coup un micro-bachelor en neurosciences, et on va dire que j'ai apprécié ce micro-bachelor en neurosciences, mais à distance, et 100% du coup à distance. J'ai vraiment aimé l'expérience, et du coup c'est pour ça que je me suis lancé dans un master en IA, où pareil, j'ai mes crédits, cette voie-là exactement. Aussi, Et du coup aujourd'hui on explore un peu plus de choses, des podcasts par exemple 100% générés par IA, des micro-formations générées par IA, et surtout de la recherche depuis peu aussi. Des podcasts IA qui peuvent remplacer les vrais podcasts ou pas du tout du coup? Pas du tout, c'est pas du tout le but. Je dirais que l'objectif c'est vraiment dans un cadre personnel, c'est que les podcasts, moi j'en écoute aussi souvent, mais ça répond pas absolument pas en fait aux mêmes besoins. Où là c'est des podcasts plus à titre individuel et le but c'est juste de personnaliser pour... En fait c'est comme si on recevait un très long message vocal. Plutôt. Ok, très clair. Moi ce qui m'a directement frappé au sein de ton parcours, c'est que tu as entrepris assez jeune. C'est pas un reproche du tout. Tu étais encore en études lorsque le projet est né et tu l'as dit, tu continues de te spécialiser avec un MSc en intelligence artificielle pour aller plus loin. Est-ce que ça fait peur de se lancer dans l'entrepreneuriat quand on est jeune aujourd'hui en France, ou c'est quelque chose qui a été finalement assez naturel pour toi? Je dirais que pour moi c'était naturel, mais il y a forcément le côté où c'est au début, en tout cas quand on lance une start-up ou même quand on entreprend, forcément on est mal payé, on travaille beaucoup et on est mal payé. Et je pense que c'est le cliché. C'est ça, mais c'est la réalité pour de vrai de toute manière du terrain. Mais en fait je pense que c'est surtout entre guillemets une passion, un peu comme si j'étais passionné par le sport, le foot ou je sais pas de culture. Ma passion c'est ce que je fais, du coup c'est Agathos, c'est la start-up et c'est pour ça que ça a été assez naturel et que je le vois pas comme entre guillemets un inconvénient mais plutôt comme une chance. Ok. Et du coup, ce projet Agathos, qui s'appelait pas Agathos à l'origine, je crois, il me semble que c'était Portelli ou Portelli, c'est ça? Exactement. Dans un premier temps, c'est un projet qui est né naturellement à Lyon. Pour quelle raison? Parce que je sais que tu faisais tes études à Lyon, en même temps que peut-être les autres cofondateurs. Est-ce que ça
a fait sens du coup pour vous d'entreprendre à Lyon dessus? Bah bien, enfin c'est même pas un sens, c'est Ouais. une évidence. Ouais. Pourquoi? Déjà, en fait, pourquoi ça s'appelait ePartily avant? Parce qu'avant, on créait des sites internet, on travaillait sur d'autres technologies. Ok. Et en fait, Agathos, ça a été plutôt le résultat de quelques, entre guillemets, 2 ans peut-être avant de lancer Agathos. On avait déjà exploré, entre guillemets, un peu l'entrepreneuriat. Et Lyon, c'est paru évident parce qu'on est tous lyonnais. Ouais. Que l'écosystème, aujourd'hui, du coup, je peux quand même voir un peu à quoi il ressemble. Et il est assez bon. Je parle notamment, il y a l'incubateur du coup de l'ESDES, mais également le Hub 612. Et pour moi, c'est un écosystème qui est assez complet. On a la chance d'avoir beaucoup de diversité, un tas de secteurs différents et qui sont, entre guillemets, aujourd'hui bien accompagnés. Ouais. Et donc, c'est pour ça que je pense que lancer aujourd'hui une startup à Lyon est assez, enfin, dire sympa. Et Mm. notamment pour aussi, de par le fait qu'on n'a pas forcément la concurrence parisienne ou d'une grande métropole. Ouais. Et du coup, c'est plus simple, entre guillemets, de tisser des liens. Et c'est aussi une ville à taille humaine À taille humaine. qui est agréable Mm. à, tout simplement pour y vivre. Alors, en parlant de la concurrence parisienne, moi j'avais entendu dire que vous projetez peut-être de monter à Paris sur le projet, donc potentiellement de continuer cette aventure à la capitale. Est-ce que c'est toujours dans les tuyaux de votre côté ou pas pour l'instant? Ça sera une opportunité et je sais pas si on la saisira ou pas. J'ai envie de dire, c'est rien de bien sûr. En tout cas, à Lyon, on est bien aujourd'hui et on a de bonnes relations avec les gens qui nous accompagnent. Je dois avouer que d'un point de vue purement personnel, j'aurais du mal à aller à Paris parce que on a les amis d'ici, on a la ville lyonnaise qui est vraiment agréable. Et puis surtout, on est quand même qu'à 2 heures de Paris, donc il n'y a pas une nécessité. c'est pas non C'est plus, pas une nécessité en soi. Ok. Et je crois que cette aventure entrepreneuriale, elle a débuté avec un événement, un accident que tu as vécu, ou vous avez peut-être vécu, en tout cas, donc tu as été peut-être témoin, et peut-être tes collaborateurs aussi. Est-ce que tu peux juste nous dire peut-être dans les grandes lignes, qu'est-ce que cet épisode, j'ai envie de dire, tragique, a finalement, si ça a été un déclic du coup pour toi, pour ce projet? Je vais être franc quand même, Ouais. ça n'a pas été le déclic, ça n'a pas été la Ouais. source de motivation. On avait déjà posé les bases avant, Ok. mais en tout cas, ça nous a juste confirmé surtout qu'il y avait vraiment Un un besoin. besoin réel. Parce qu'au début du projet, en fait, on avait fait le constat simple, c'est que la santé mentale est un sujet qui aujourd'hui n'est pas forcément bien abordé, ou du moins pas aussi bien que la santé physique. Plus tabou. Exactement, tout à fait, pour tout un tas de raisons. Et que surtout, on a un peu le côté réducteur, c'est stress, burn-out. Alors qu'à mes yeux, la santé mentale, c'est comme la santé physique, c'est son humeur, ses émotions, comprendre ses émotions, ça va bien au-delà de comment on la présente aujourd'hui. Et forcément, il n'y a pas forcément de GAFAM dessus. En tout cas, il n'y a pas de géants qui sont emparés du sujet. Donc on s'est dit que c'était l'occasion de lancer ça. Et effectivement, il y a eu un événement chez les maristes où quelqu'un, du coup, il y a eu une chute en vélo coup, à Croix-Rousse, où il y a eu des morts à cause de ça. Okay. En fait, du coup, les maristes avaient mis des psychologues à disposition. Alors personnellement, j'étais pas proche, je ne connaissais pas ces personnes-là. Mais du coup, les maristes avaient mis à disposition des psychologues qu'on pouvait aller voir en cours totalement gratuitement. Et ce qui m'a marqué, en fait, c'est la barrière de se lever et d'aller faire le pas, en fait, d'aller voir un humain, même malgré le fait que ce soit gratuit, que ce soit accessible, qu'on puisse sortir de cours. Il y avait encore une barrière qui était persistante. Et c'est pour ça qu'à mes yeux, Agathos remplit cet objectif-là aujourd'hui. C'est de, entre guillemets, faire le tri entre les gens qui n'ont pas besoin d'aller voir un psychologue et les gens qui ont besoin d'aller voir un psychologue, les pousser à aller voir. Une première approche, du Exactement. coup. Ok. Et du coup, pour toi, aujourd'hui, pourquoi les GAFAM n'y sont pas allés sur ce terrain-là? Ça s'explique ou pas? C'est tellement logique. Pourquoi? Parce que la santé mentale, c'est subjectif et on peut rien y faire. Je peux dire que je me sens heureux alors que ça se trouve que je suis triste en réalité. Et en fait, c'est un domaine, et c'est là du coup nos travaux de recherche. Sur nous, je travaille beaucoup et on essaie de comprendre un peu la causalité. C'est complexe et surtout, on n'a pas entre guillemets. C'est très compliqué entre guillemets de mettre une science en fait vraiment empirique ou essayer de vraiment comprendre et pouvoir dire oui ou non. C'est pas possible. C'est une science molle, c'est l'humain, c'est les émotions. Et c'est ce qui fait que c'est compliqué entre guillemets de créer un produit qui soit juste et adapté pour tout le monde. Et ça me permet du coup de rebondir avec une donnée que vous mettez d'ailleurs en amont sur votre site internet dessus, sur la santé mentale. À notre époque, il y a 1 personne sur 4 qui est confrontée à des troubles psychologiques au cours de sa vie. C'est énorme. Rien que sur près de 70 millions de Françaises et de Français, ça fait près de 18 millions de personnes. Rien qu'à l'échelle de la France. C'est ça. C'est vraiment énorme. Comment est-ce que t'expliques ce constat? C'est uniquement une question de... C'est souvent, on dit que c'est une question de génération et d'époque. Ou pour toi, c'est un mélange, c'est d'autres choses aussi qui rentrent en ligne de compte? Je pense qu'il y a plein d'autres paramètres qui entrent en compte. L'écosystème dans lequel on vit, comment on va dire on a été éduqué par exemple, dans quel milieu social, aussi potentiellement la génétique qui peut également influencer. Il y a plein de choses, c'est d'une complexité. C'est pour ça que je dis que c'est quelque chose qui est très compliqué à aborder en réalité, parce qu'il y a plein de paramètres qui rentrent en compte derrière.
c'est ce qui fait qu'on est humain et qu'on ressent des émotions, donc c'est beau, mais je veux dire que c'est assez explicable pour plusieurs raisons. C'est que d'une part, en fait, on prend juste conscience que les émotions, c'est important, que la santé mentale, c'est important, et qu'on commence à aller au-delà de ce qu'on traitait comme une maladie, comme des gens à part, alors qu'on est tous humains et que du coup, heureusement qu'on ressent tous des choses différentes et qu'on perçoit tous les choses différemment. Donc je dirais que c'est juste un constat qui est bien, puisque à mes yeux, c'est ce qui permettra entre guillemets à l'humain de beaucoup mieux se comprendre et de beaucoup mieux aborder de potentielles situations plus tard et d'être beaucoup plus empathique par exemple et d'être plus humain encore. Donc c'est finalement le fait qu'on médiatise et qu'on en parle plus qui fait qu'on a l'impression en fait que c'est un sujet central, alors peut-être ça l'a toujours été. Finalement. Exactement, peut-être que ça s'exprimait d'autres manières en tout cas à mes yeux, mais aujourd'hui on prend le temps de comprendre entre guillemets ce que cela implique. Et aujourd'hui, sur ce projet, vous êtes 3 cofondateurs. Exactement. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur le rôle de chacun? Parce que je crois que vous avez aussi à côté une équipe qui est dédiée aussi à une partie de développement. Voilà, comment ça se structure? Alors le développement, en tout cas, si vous trouvez des bugs, c'est entièrement de ma faute. Ok, ça marche. Et du coup, avec en gros, on a tous un peu un rôle en soi où on va faire plusieurs tâches, notamment, surtout quand on est CEO au début, qu'on n'est que 3. Globalement, on fait le développement, on fait la prospection, on fait bref, normal. 360. Exactement. Et du coup, on a quand même Antoine Suleiman, par exemple, un rôle vraiment de growth et du coup marketing. En fait, son objectif, ça va de trouver des leads, donc trouver des clients pour le B2B, préparer la communication, faire des articles SEO. Et Milan va également toucher aux articles du référencement, exactement. Exactement, pardon. Oui, du référencement. Et Milan, ça touche aussi du coup la prospection également, des articles aussi SEO. En fait, on a touché un peu à différents rôles. Et c'est comme ça qu'on se répartit, même si en tout cas dans notre tête c'est clair, en fait on a chacun entre guillemets des secteurs précis, des choses précises à faire. Et si je pourrais résumer correctement, Milan prospection, Antoine marketing et moi du coup CEO, on touche forcément plus à Ok, donc vous êtes assez complémentaires du coup sur exactement, ce que vous faites. Exactement. Du coup on l'a évoqué au départ, c'est depuis les locaux de l'UCLI qu'on enregistre cette émission. L'UCLI c'est pas seulement un lieu où on étudie, c'est aussi une école où on peut entreprendre au sein d'un incubateur. Dans quelle mesure ce lieu en fait faisait sens dans le cadre de votre projet et pourquoi vous avez choisi d'être accompagné par l'UCLI pour le développement d'Agathos? Parce que je sais pas, peut-être t'as fait tes études ici ou pas? Oui, c'est ça. J'ai fait 1 an. C'est pour ça que ça s'est mis un petit peu comme une évidence et tout, parce qu'on a tissé des relations tout simplement. D'autre part parce que l'environnement est agréable aussi et que certaines personnes nous accompagnent plutôt bien. En tout cas, j'estime en tout cas, qui sont pertinentes. Donc ça fait une continuité exactement. Après, Exactement. Alors, on va rentrer davantage dans le détail, en commençant par la conception de l'application qui, de ce que j'ai compris, n'est pas là totalement pour remplacer un professionnel de santé et dans le rôle du psychologue ou d'un psychiatre, mais c'est, disons, une première approche, un premier soutien qu'une personne, en recevant un besoin là-dessus, va pouvoir aller consulter, ou en tout cas va pouvoir échanger avec, pour le coup, et qui vient pallier, je dirais, aux attentes et aux délais d'attente qui sont de plus en plus longs dans le cadre de la prise de rendez-vous sur Doctolib et sur d'autres plateformes. Et quelles ont été finalement les grandes étapes de ce développement? Parce que j'imagine qu'il y en avait plusieurs, la conception, etc. du coup dessus. L'objectif, ça a toujours été de mettre les psychologues au centre du projet, et encore plus aujourd'hui, parce que du coup, on développe Agathos Search, et le but c'est de mener de la recherche, et surtout qu'on a vu que GPT, elle, s'était sorti. Leur argument principal, c'était on a 280 médecins qui ont testé avec GPT, et qui ont testé qui était bon, et du coup on s'est dit on va faire exactement comme eux, on va envoyer des milliers de mails à des milliers de psychologues, et on va vous avez fait là on est en train de le faire là, mais pour du coup dire ce qui a été fait aujourd'hui, il y a une dizaine de psychologues qui ont déjà validé Agathos, mais on veut pousser ça à l'extrême, on va avoir plein de psychologues qui testent et qui recommandent comment l'améliorer. Et tu as très bien dit, l'objectif aujourd'hui c'est de faire entre guillemets, alors le mot tri est mal choisi, mais c'est pour faire comprendre, c'est qu'en fait il y a des gens qui auront besoin d'aller voir un psychologue, et du coup l'IA va les pousser à aller voir un psychologue, et les personnes qui n'auront pas besoin, juste de vider leur sac entre guillemets, et c'est tout l'objectif d'Agathos. Et il y a eu plusieurs étapes. Aujourd'hui, du coup, on héberge nos données de manière cryptée sur des serveurs français, plus précisément chez Scaleway, pour ceux qui connaîtront. Et du coup, on offre également un historique, une mémoire. On essaie de pousser ça à l'extrême pour que même au bout de 2 ans, 3 ans, si on a parlé des centaines de milliers de fois, l'IA puisse toujours se rappeler. Et bien évidemment, on a également poussé la chose pour éviter la dépendance à Agathos.
C'est une chose qui est extrêmement importante. Et c'est comme on peut avoir une dépendance à ChatGPT, par exemple, du coup. Exactement, exactement. Ouais. Et c'est pour ça que du coup on a mis une IA en plus de celle qui répond, qui va évaluer ou non s'il y a un risque dans les messages de dépendance, de nécessité d'aller voir un psychologue. Et ça permet en fait, en réalité, dans le fond, c'est plusieurs IA qui travaillent entre elles pour en fait guider et faire répondre au mieux. Et développer sa propre intelligence artificielle aujourd'hui, ça coûte cher, j'imagine. Tout à fait. Est-ce que vous vous êtes posé la question, justement, de développer votre propre IA, ou alors justement l'idée de coupler votre technologie à ChatGPT, ça a été une évidence dès le départ. Voilà, comment vous êtes organisé dans votre réflexion du coup là-dessus? Au tout début, c'est vrai qu'on était très jeunes, donc on avait du mal à comprendre ce qu'est une notion tech. Donc au début, on était effectivement sur GPT, donc il y a 2 ans et demi à peu près. Mais on est très vite passé sur Mistral. Et en fait, comment on fait aujourd'hui, effectivement, ce qu'on appelle les modèles fondations. Donc GPT, Gemini, Mistral, Llama par exemple, du coup l'IA de Meta. En fait, il n'y a pas d'intérêt de développer ça. La preuve, même Apple l'a un peu abandonné. Ah ouais. Ils se tournent un peu plus vers du coup, ils ont un partenariat avec Google. Et aujourd'hui, ce qui se fait beaucoup, c'est qu'on va prendre un modèle, par exemple Gemini, Mistral, on va le prendre, on va du coup donner notre base de données à nous, et on va l'entraîner sur notre base de données à nous. En fait, on va créer par exemple un Mistral de Agathos, ou un Gemini de Agathos, ou un GPT de Agathos, pour illustrer. Et du coup, nous, on prend ce chemin-là, mais on prend également le chemin de créer entre guillemets quelque chose de plus unique, en combinant plusieurs IA, en combinant plusieurs technologies, et en cherchant à pousser entre guillemets quelque chose de vraiment unique, en tout cas dans ce qu'on propose, qu'on ne pourra pas forcément retrouver ailleurs. Ok. Et à quel point, du coup, les professionnels de santé ont joué un rôle dans le développement de l'application? Parce que je fais le rapprochement entre santé et IA aujourd'hui, parce que il y a de plus en plus de personnes qui ont aussi tendance à se tourner vers l'intelligence artificielle pour obtenir un diagnostic médical. À tort, je trouve, sur certaines applications qu'on peut utiliser. On aura l'occasion d'en reparler, et pourquoi ça peut être un vrai problème, je trouve. Mais comment vous avez réussi à combiner l'IA et à la fois d'obtenir, je dirais, un vrai accompagnement sur cette partie par des professionnels de santé? Parce que j'imagine que ça doit pas être évident. C'est sûr que c'est pas évident. Au départ. Utiliser le bon mot, le diagnostic, on a mis ça de côté. Pourquoi? Parce que déjà l'IA de base, ça a pour but de prédire le prochain mot. Ouais. Donc c'est la prédiction, c'est la corrélation. Et donc pareil, c'est pas entre guillemets un côté causal où en fait on va pouvoir dire je réponds du ça parce que ça. Aujourd'hui on n'est pas capable de comprendre l'IA, on n'est pas capable, l'IA ne pourra pas nous dire exactement comment elle a raisonné et si on peut vérifier ou pas si c'est juste du coup. Donc c'est pour ça qu'on met ça de côté et que nous on a toujours basé sur 2 approches. D'une part les données. On crée des données artificielles d'entraînement, mais donc il faut qu'ils soient vérifiés et c'est là où les psychologues ont été employés, ils ont vérifié les données. Ensuite, après les données, il y a l'entraînement de notre modèle. Et les psychologues ont également testé l'IA dans différentes situations. Et c'est comme ça qu'on a décidé de fonder l'approche. Et du coup, ce qu'on peut retenir, on est vraiment du côté plus du questionnement en tout cas, que le diagnostic. On ne se fait pas se lancer sur le diagnostic aujourd'hui. C'est vraiment le questionnement. Le diagnostic, vous le laissez du coup juste après, une fois qu'on vous conseille du coup d'aller voir un psychologue ou pas, quoi. Voilà. Exactement. On passe à l'étape humaine, j'ai envie de dire. Tout à fait. Et pour nous, c'est le plus important aujourd'hui. C'est pas le travail qu'on souhaite faire. Et en plus, pour moi, il y a plein de raisons logiques. Ça voudrait dire qu'il faudrait traiter beaucoup plus de données sensibles. Ça voudrait dire qu'également on assumerait le diagnostic. Donc à mon sens, ça n'a pas trop de sens en tout cas de se diriger dessus, parce que c'est juste plus risqué, et en fait c'est prendre beaucoup plus de responsabilités aussi, qu'aujourd'hui on n'a pas besoin de prendre. Ok. Et outre les professionnels de santé, comment vous avez fait justement pour développer votre propre solution orientée davantage vers des sujets de santé mentale, parce que on va pas aller trop dans les détails techniques non plus, pour que ça reste accessible à tout le monde. Mais globalement, comment est-ce que vous avez ajouté votre touche Agathos du coup à celle d'une autre IA, ChatGPT, toutes les IA que vous combinez du coup? Comment ça se passe du coup? Nous, ce qu'on a fait, alors il faut savoir que du coup, dans l'IA aujourd'hui, il existe 2 grands types de méthodes. Il y a tout d'abord donner entre guillemets une base de données externe à l'IA. Donc c'est une chose qui est très bien parce que par exemple, on peut mettre tous les processus qui se font en psychologie, etc., ou toutes les méthodes pour moins stresser. On lui dit tiens, tu as accès à cette base de données. Quand l'utilisateur parle d'un truc, tu vas regarder dans la base de données s'il a besoin de ça. Ça, c'est une méthode assez classique qui marche plutôt bien parce que le gros avantage que ça a, il y a 0 hallucination. Elle peut pas halluciner parce que du coup, elle va regarder la base de données, elle va sortir la réponse exacte. Il y a un côté logique, quoi. Tout à fait. Et on peut maîtriser, on peut supprimer. Et l'autre méthode, du coup, c'est créer des données artificielles. Et du coup, à l'époque, on crée ça avec même de l'IA. En fait, on donne plein de sujets un peu précis. On dit, là, le but, c'est voici un exemple. On prend par exemple une base de données publique du MIT ou Harvard sur des transcriptions un petit peu, ou des méthodes en tout cas. On demande à l'IA d'inventer des données par rapport à ça. Et ensuite, on fait vérifier par les psychologues. Mais aussi, depuis peu, on commence à se concentrer également sur la génération de données, un moteur de génération.
Là, après, c'est un peu plus complexe, un peu plus du Ce coup qu'on de la appelle l'IA recherche. générative, du coup? Non? Pas du tout. Pas du tout. Parce Non. que c'était bien les génératifs, Ouais. mais là, le but, c'est de créer notre propre modèle Ok. en fait, de règles causales, mais c'est de la recherche pure et on l'applique pas Ouais. du tout aujourd'hui. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que créer une base de données externe, c'était la bonne manière de faire, Hmm. et également, du coup, entraîner l'IA sur des données qu'on a nous-mêmes créées et vérifiées avec les psychologues. Ok. Qui dit intelligence artificielle dit forcément stockage de données, plus ou moins sensible. Tout Du à coup, fait. la data, c'est un sujet qui revient très régulièrement aujourd'hui dans tout ce qui est, enfin, dans ce type de solution, parce que dans certains cas, ce type de données est réutilisé justement par les chatbots ou les IA pour venir enrichir les conversations. Forcément, c'est normal. Ce sont des chatbots qui sont dits apprenants, hein, du coup, dans le jargon, parce que plus on utilise et plus il va y avoir on va dire une forme d'intelligence et des réflexes qui vont se mettre en place du coup dans les réponses aussi dessus. Comment est-ce que vous stockez du coup ces données aujourd'hui? 2 données qu'on stocke Ouais. dans les conversations. La première, c'est à chaque message envoyé, en fait, il y a une IA, par exemple, si je marque mon nom, mon adresse, elle va anonymiser ça, et en fait, on va pas lier l'utilisateur, on s'en fiche de qui a envoyé ça, nous, ce qu'on veut, c'est le message qui t'a envoyé pour comprendre pourquoi l'IA a été utilisée. Donc d'abord, il y a une donnée anonyme du message qu'on va stocker, et ensuite, nous, on stocke pas tous les messages, tout entre guillemets, les conversations, ça nous intéresse pas. Nous, ce qu'on propose, c'est une mémoire, un peu comme un psychologue, enfin un peu comme un humain. C'est une base de données justement externe où en fait l'IA va ajouter les infos sur nous qu'on peut supprimer ou non en fonction et ça permet du coup d'avoir une IA qui à force nous connaît réellement et c'est vraiment bien répondre. Et pour cette base de données là du coup c'est entièrement crypté, stocké comme j'avais pu le dire du coup chez Scaleway qui est un cloud de français et Yes, c'est bien ça. c'est important. Je précise quand même que l'authentification et la création de compte passent par Google sur Firebase, mais que tout ce qui est données sensibles, donc au-delà du mail et mais il n'y a même pas de prénom, je crois. Enfin, si, il y a prénom, pardon, il y a prénom. Au-delà du mail et du prénom, tout le reste est stocké du coup chez Scaleway. Ok. Et pour comprendre du coup un peu plus comment fonctionne le chatbot, parce que tu as commencé à expliquer justement toute la logique dessus, moi j'ai fait le test pour savoir, pour avoir une vraie mise en situation, en faisant passer pour un utilisateur, du coup, et en créant plusieurs scénarios, on le disait, le chatbot n'est pas là pour remplacer le professionnel de santé. D'ailleurs, rapidement, sur certains sujets, sur certains mots-clés, lorsqu'on va vraiment insister, le chatbot, je dirais, accepte ses propres limites, entre guillemets. Ne vous aide pas, il vous dirige en fait vers un psychologue ou un professionnel de santé et vous propose de consulter, ce qui est une bonne chose, je pense, parce que, tu sais, j'imagine que tu avais entendu cette histoire assez glauque d'un étudiant qui était un étudiant américain, qui était dans une situation mais vraiment désespérée et avant de passer à l'acte, entre guillemets, a mis fin à ses jours après avoir parlé avec ChatGPT qui avait l'air quand même de l'encourager dans sa démarche. Donc c'est quand même très 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 glauque. Comment est-ce que vous vous assurez aujourd'hui qu'avec Agathos, un tel phénomène, une telle situation ne puisse pas se reproduire Justement, depuis peu, on met une pop-up de psychologue. En fait, que dans le chat, il va y avoir une pop-up où on va pouvoir cliquer sur un psychologue, ça va donner un rendez-vous vers Doctolib. Ok, donc il y a un lien directement dessus. Exactement. Maintenant, c'est ce qu'on a mis en place, mais on a mis également un petit bouton SOS où du coup, quand on clique dessus, on va avoir un numéro d'urgence qui va se mettre en avant et également d'autres psychologues qu'on peut contacter. Et après, d'autres numéros, SOS amitié, SOS isolement, etc. Ouais. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a fait. Et c'est pour ça qu'on veut vraiment de ça au cœur, parce que l'exemple que tu as pris, c'est le meilleur. C'est les dérives qu'il peut y avoir, qu'on fait pas attention à ça. Et c'est pour ça qu'on doit continuer, qu'on ne pourra jamais s'arrêter à améliorer l'IA sur ces sujets-là. Pourquoi sur des logiciels comme ChatGPT, par exemple, c'est un problème aujourd'hui qui n'est pas forcément réglé et qu'on va aller dans le sens, on va dire, de ce que limite on demande, en fait? Parce que l'IA pense qu'on veut bien faire. Comment c'est un manque de discernement, de toute façon. Il n'y a pas de discernement du coup dessus. C'est dû à quoi du coup? Je pense que tout d'abord, la prédiction de texte, ça paraît bête, mais quand on demande par exemple d'aller à l'opposé, l'IA va à chaque fois, en fait, peu importe les mots qu'on utilise, va aller à peu près dans ce sens-là, va poser des limites, mais c'est uniquement dû au message. En fait, quand on commence une conversation sur GPT, Gemini, il y a un système prompt. Donc c'est Google, c'est OpenAI qui va dire à l'IA comment se comporter. Mais du coup, l'IA, en fait, il va juste se baser sur ces conversations-là. Et forcément, des fois, en fait, dans le système prompt, par exemple, dans nos messages, on préfère l'orienter vers un sujet et tout dépend de ce l'instruction qu'a donné OpenAI et Gemini. Mais en tout cas, il va orienter le sujet. Certains d'entre eux ont intérêt, entre guillemets, d'aller dans le sens d'utilisateur pour le satisfaire purement et simplement. Et je pense qu'au début... C'est horrible sur le principe. C'est ça, mais je pense qu'on s'est tous fait avoir quand Gemini ou GPT ou une autre IA nous disait « l'idée est géniale, c'est trop bien ce que tu fais ».
Ouais. Et c'est un peu ce côté, entre guillemets, se sentir, entre guillemets, validé, que notre idée Valorisé, valorisé, fait. exactement. Exactement. Ok. Alors là, on va arriver dans la partie que j'aime le plus, c'est parler de votre modèle économique. Alors aujourd'hui, tu m'arrêtes si je me trompe. Vous avez un modèle qui est destiné aux particuliers, donc modèle B2C, et un modèle B2B, non? Tout à fait. Ouais. Agathos, c'est purement. Vous avez deux parties. Agathos Entreprise qui est purement dédié aux professionnels, aux entreprises. Est-ce que tu peux me dire ce que contiennent du coup ces deux offres, du coup, entre le modèle B2C et le modèle B2B? Le modèle B2C, en fait, on a surtout pour but de juste faire payer. En fait, on donne une string que création de podcasts gratuits. Ouais. Et au-delà de ça, on fait payer. Mais on n'a pas poussé à ça et on s'en fiche globalement. Donc c'est une offre un peu freemium, c'est ça? C'est ça, exactement. En fait, Ok. le chat, il est gratuit. Il restera illimité, gratuit, pareil pour l'historique. Nous, c'est pas ce qui nous intéresse, c'est juste pour les podcasts, vu que des fois, on peut générer jusqu'à 10 minutes d'audio. Ça coûte un peu plus d'argent de faire tourner autant des cartes graphiques. Donc ça, c'est juste l'utilisation, on ferait payer sur tout ça. Mais c'est pour ça que même quand on en parle, en fait, les podcasts, c'est pas vraiment la chose qu'on met en avant, vu que c'est touche qu'un type d'utilisateur très précis. Ouais, c'est un outil en plus. Exactement. Donc c'est pour ça. On n'a pas pour but de faire payer le chat. Et pour l'entreprise, c'est totalement différent. En fait, ce qui va se passer, c'est que l'entreprise va nous envoyer du coup plein de données. Donc nous, on va scraper tout son site web. Donc on va prendre toutes les informations qu'il y a sur son site web. On va prendre les PDF qu'ils nous ont envoyés et on va construire du coup une mémoire à côté. Et en fait, on va envoyer un lien où les employés n'ont pas besoin de se créer de compte, pas besoin de se connecter, rien besoin de faire. Ils peuvent directement parler avec l'IA. Ça, c'est vraiment le but, parce qu'on travaille surtout avec la silver economy, qui sont les secteurs qui ne sont pas forcément familiers encore avec les technologies, où mettre une barrière, par exemple créer un compte, se connecter, rentrer le code de l'entreprise, ça complexifie trop. On l'a mis à disposition, mais en tout cas, nous, on ne le met pas du tout en avant parce qu'on sait très bien que ça va créer de la friction, que ça va être pénible, et surtout, personnellement, moi, le premier, j'aurais du mal à me confier à une IA où je sais que j'ai lié du coup mon compte et mon nom et mon prénom et mon mail. Et c'est pour ça que nous, on n'oblige pas ça, et en fait, ce qu'on fait pour l'entreprise, c'est qu'on crée un chatbot. Les employés peuvent venir se confier, reçoit du coup des conseils par rapport à l'entreprise, comment gérer par exemple plein de situations différentes. Ce qu'on va proposer aussi du coup là, c'est des podcasts et plutôt en fait des sortes de micro-formations dédiées à l'entreprise, du coup des audios où en fait qui vont être personnalisés pour l'entreprise par rapport aux problèmes qu'elle a rencontrés. Parce que oui, du coup ce qu'on va faire, comme j'avais expliqué, on avait pris un principe du coup de récolter de manière anonyme les messages. En fait, on va tout anonymiser. Et bah pour l'entreprise, on va faire exactement pareil. Et c'est pour ça qu'on est obligé d'attaquer que les entreprises de plus de 100 personnes, parce qu'en dessous c'est trop risqué, on estime. Et en fait, on va gérer au niveau de l'échantillon, du coup, on peut vraiment identifier peut-être les personnes qui participent quand même avec l'anonymat. C'est exactement pour ça. Et en fait, nous, notre but, c'est pas de dire tiens, tel secteur, tel entre guillemets service d'entreprise a dit ça, parce qu'on n'identifie pas ça tout simplement. Et on fait juste une sorte de cartographie de tous les problèmes. Donc, on fait un bilan PDF de tout ce qui va et va pas dans l'entreprise et pourquoi ça peut ne pas aller. Et c'est pour ça qu'en fait, on couple plusieurs données publiques sur Internet, leurs PDF, les données des messages, pour également proposer un graphe causal où en fait on va mettre devant du coup le dirigeant, on va expliquer en fait tiens, en fait tu as plus de stress parce que tu as ça comme problème, ça comme problème, et ça comme problème, ça comme problème dans ta boîte. C'est pas la chose qui intéresse le plus les entreprises, et c'est une réalité. S'occuper de la santé mentale, de la santé mentale, c'est pas ce qui va faire gagner de l'argent à la fin, c'est pas ce qui va apparaître dans le bilan. Et c'est pour ça que mon travail, je vais m'efforcer entre guillemets à démontrer l'impact que peut avoir la santé mentale sur l'argent, enfin le bénéfice de l'entreprise et les résultats de l'entreprise, parce que malheureusement c'est ça qui est attendu aussi, c'est de montrer qu'il y a un réel impact pour que ça soit pas vu entre guillemets comme une solution un peu comme du greenwashing mais version santé mentale, parce que c'est pousser ça maximum pour proposer une solution vraiment complexe et l'intégrer du coup. Ok. Et du coup, vous avez déjà pu collaborer avec pas mal d'entreprises qui ont adhéré à votre offre concrètement. Comment fonctionne le modèle en termes de tarification? C'est un abonnement annuel, mensuel, à quel prix? En fait, vous vous rémunérez uniquement sur cet abonnement ou il n'y a pas de freemium pour le moment côté, si tu l'as dit, côté B2C? B2C, gratuit. Oui, en fait, voilà. On fiche un peu. Mais B2B, du coup, comment est-ce que vous fonctionnez sur votre modèle? Le B2C, c'est vraiment, on se dit qu'on va jamais faire de bénéfice avec. C'est du très long terme. Au moins, c'est très clair. C'est très clair, mais ça. En fait, on voit, si je peux même résumer, c'est un peu notre soft power, entre guillemets. Ça nous permet de juste, ça nous coûte pas beaucoup plus d'argent en fait de le faire. Et je trouve ça, on a envie de développer un peu ça. On génère un tout petit peu d'argent avec, mais ça nous ouvre beaucoup plus de portes en fait. Faut voir au-delà de la génération de l'argent. On sait que c'est un projet qu'on veut mener peut-être sur 10 années, donc peut-être que dans 10 ans ce sera rentable. Mais en tout cas, si on veut faire de l'argent et qu'on veut être périn aujourd'hui et continuer à tourner en fonds propres, c'est les entreprises. Et du coup, ce qu'on propose pour les entreprises, c'est globalement 1 euro par mois par salarié. Ok. Voilà. Ok.
Pas vraiment d'abonnement, par exemple, sur l'année. C'est vraiment aux salariés, du coup, C'est par plutôt salarié. c'est du mensuel. Ok. On adapte forcément les tarifs en Ouais. fonction de Y situation, pardonnez-moi. Ouais. C'est ça. Mais également, depuis peu, on fait l'API. Alors, je vais expliquer ce que c'est. Ouais, Par exemple, explique, parce que c'est pas facile à En fait, comprendre. c'est Ouais. hyper simple. C'est une entreprise qui a, par exemple, une application, souhaite intégrer un chatbot, une IA, et bah, elle peut intégrer Agathos. Et Ok. du coup, aujourd'hui, par exemple, il y a WeTalk, qui ont une application, enfin un logiciel qui vend aux entreprises, justement pour le bien-être. Ouais. Et ils voulaient intégrer un chat IA. Et du coup, ils sont tournés vers Agathos. Donc là, c'est un autre modèle d'économie où en fait, on va se tourner également vers, entre guillemets, des concurrents. Et on va leur proposer du coup d'intégrer notre IA dans leur logiciel. Ok. Ok. Et du coup, quelles sont les fonctionnalités dont peuvent bénéficier les salariés au sein d'une entreprise? Parce que j'imagine qu'elles sont différentes de l'offre qui sont forcément dédiées aux particuliers. On vient cibler un peu plus certains sujets qui font partie du monde de l'entreprise. Exactement. Et vraiment, là, je pense qu'elles sont ancrées peut-être dans les difficultés au quotidien, dans le travail, la gestion du stress. Comment est-ce que ça se matérialise concrètement, en fait? Concrètement, en Ouais. fait, l'IA connaît très bien l'entreprise et Ok. du coup sera redirigée vers la bonne ressource. Ok. J'ai envie de dire, sur le moyen terme, le but d'Agathos, c'est de créer entre guillemets le Google de la santé mentale. Où en fait, Mm. et je vais prendre un exemple qui est pour moi très parlant. Mm. Quand on regarde les vidéos d'Arte sur IA et psychologue, on voit un nombre de commentaires qui critiquent les psychologues parce qu'ils n'ont pas trouvé le bon psychologue. J'ai envie de dire que l'une des missions d'Agathos aussi, ça va de trouver entre guillemets la ressource qui convient à la personne. Et c'est Ok. pour ça qu'on peut vraiment travailler dessus. Et en fait, Avec les psychologues, du coup. exactement. Ouais. Et le cas de l'entreprise, c'est parfait. Parce que les entreprises, généralement, ont des ressources. Et que du coup, pour nous, c'est un excellent entre guillemets, modèle pour entre guillemets, tester et après l'appliquer du coup, pour un modèle beaucoup plus large en B2C. Mais d'une part, c'est la connaissance parfaite des ressources en interne de comment fonctionne l'entreprise. Ouais. Ça, c'est le premier Le avantage. secteur, vous le prenez en compte ou pas? Pas vraiment? Tout. Tout. Ok, Vraiment, vous faites une vraie analyse, c'est du ça. coup. Alors, nous, on la fait ok. même pas. On envoie une IA en fait. Les finances, tout? Non, Pas encore les finances. pas encore les finances. Parce que ça sera peut-être un peu touchy si on intègre ça directement dans le chatbot. Bon, après, il y a des données publiques, hein. Exactement. Sur tout ce qui est finance, le chiffre d'affaires, etc. Voilà. Donc mais en tout cas, le but c'est d'offrir le meilleur contexte pour répondre à ces cas problèmes en santé mentale. Et surtout les podcasts où en fait, du coup, Vous par allez exemple, les orienter. Du coup. exactement, l'administration par exemple peut créer, s'il y a des problèmes de stress, elle peut créer un podcast d'elle-même et en fait, ils vont avoir leur génération Ok. et les générations qui ont été faites par du coup des personnes qui ont le droit de faire ça dans l'entreprise et qui vont du coup pouvoir faire écouter des podcasts audio sur un très ciblé du coup. Et précisément sur l'entreprise. Ouais. Pour, du Donc coup, il y a on fait vraiment des- cette logique de personnalisation même au niveau des podcasts, quoi. Du coup. Exactement. Parce Ok. qu'en fait, on part du principe qu'on fournit un chatbot, c'est cool. On fournit un bilan, enfin, c'est pas mal de voir l'entreprise qui va et va pas. C'est sympa, mais peu d'actions peuvent être mises en place. Donc c'est compliqué d'aller plus loin. Du coup, on s'est dit qu'en fait, la meilleure manière de faire, c'est de trouver une manière, entre guillemets, d'éduquer les gens à moindre coût sur certains sujets, sans que l'entreprise aille débourser plus ou à mener des grandes actions. Et c'est pour ça que les contenus audio paraissent comme une évidence pour nous, Ouais. qui permettent, entre guillemets, de créer une vraie boucle rétroactive où c'est une constante amélioration. Et du coup, vous créez une solution pour les employés, entre guillemets, puisqu'ils ont je dirais pas un refuge, mais on va dire une solution qui est mise en place du coup pour, en tout cas des choses qui sont mises en place pour gérer leurs problèmes au quotidien. Une solution pour les employeurs aussi, parce que la question c'est, est-ce que une fois que tout ce qui est analyse anonyme du coup est faite de votre côté, est-ce qu'il y a un retour qui est fait aux employeurs en disant voilà ce qui est ressorti aujourd'hui de l'étude qu'on a menée grâce à Agathos, du coup, et aux solutions qui ont été mises en place. Voilà ce qui sont les remontées qu'on a eues de notre côté, ou alors c'est pas quelque chose pour l'instant que vous mettez en place du coup. Si, Ouais. mais en fait, c'est Ouais. que des bullet points, entre guillemets. Ouais, c'est Ou en assez fait, résumé quoi du coup dessus. Il n'y a pas de. Alors, franchement, si quelqu'un arrive à identifier ça, c'est que c'est Dieu. Ouais. Parce que c'est un peu. En fait, c'est vraiment. On parle juste de ressenti. Et le problème dont on fait part certains salariés, par pourcentage, on dit, tiens, toi, en l'occurrence, le stress ou la pression a représente, augmenté, etc. Et en fait, on va juste dire, voilà ce que ressentent les employés. Ouais. Globalement, on arrive à convertir sur une entreprise, au bout de 3 mois, on arrive à convertir un tiers des employés. Ah, ok. Donc, c'était sur les boîtes Ouais, qu'on a c'est testées pas qui mal. sont entre 100 et 600. Et je Donc pense c'est que qu'il y a un besoin quand même c'est dessus ça. quoi. Et je pense que l'avantage, en fait, c'est que pour moi, c'est un peu une nouvelle manière d'exprimer quelque chose, dans le sens où, en fait, on peut insulter l'employeur et il n'y a pas de conséquences. Et c'est vrai, en fait, on peut vraiment passer, entre guillemets, dire, là, ça me va vraiment pas. Je sais pas comment, on va dire, faire passer le message. Je me sens terriblement mal, j'ai peur de vexer la personne, ou je sais pas si une entreprise est vraiment malsaine, d'avoir des conséquences derrière.
où du coup c'est impossible pour moi de faire un retour sans avoir une conséquence, et bah c'est entre guillemets aider dans tous ces cas-là. Et du coup ça permet en fait aux employeurs d'avoir une sorte de voix un peu cachée, la voix intérieure de ce que ressentent les employés, bah, de comprendre bah tiens pourquoi certains employés se sentent mal, et de mieux agir en conséquence. Ok. Et après, du coup, environ 3 ans d'activité, tu dis si je me trompe dessus, vous cumulez pas moins de 200 000 utilisateurs déjà. Exactement. Et donc, c'est des personnes qui ont pu être aidées, une moyenne d'âge donc, qui est assez jeune, qui tourne autour de 19 ans sur les utilisateurs. Comment est-ce que vous avez fait pour atteindre un tel niveau de viralité? Est-ce que tu penses que la gratuité de l'offre pour les particuliers, ça y a contribué du niveau de l'accès? Je précise deux choses. D'une part, 19 ans, je savais pas. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes âgées qui utilisent Agathos, surtout. Ah ouais, d'accord. Et ça va jusqu'à quel âge, du coup, sur le... je me suis fait harceler plusieurs fois au téléphone par des personnes qui avaient même 80 ans. Waouh, d'accord. Donc ça et qui comprenaient ce que c'était ou... Exactement, qui comprenaient très bien ce que c'était. Donc j'étais surpris. Du coup, jusqu'où ça va assez loin dans l'âge. La viralité, en fait, je pense que c'est exactement ça. Je précise une autre chose aussi, c'est que c'est pas que la création de compte. Nous, c'est par rapport aux adresses IP, en fait. Du coup, c'est là où je parlais, du coup, quand on crée un compte, on lie ça également à Google Analytics, et qui est aujourd'hui l'outil le plus complet pour, en fait, savoir exactement combien de personnes, combien de temps ils ont passé globalement. On n'a pas la localisation précise, juste on sait quel pays c'est, et on sait à chaque fois que c'est, entre guillemets, un ordinateur ou téléphone différent, globalement. Du coup, c'est un peu au-delà de 200 000 même aujourd'hui. Mais pour ça, on garde ce chiffre-là parce que vu que c'est pas. En fait, vu qu'il peut avoir plusieurs téléphones, on part du principe qu'il faut toujours baisser le chiffre. Ouais. Et c'est pour ça que la gratuité et le fait qu'on n'oblige pas la création de compte, c'est le plus gros avantage. Et en fait, ça permet de dire ce qu'on veut et impossible de tracer globalement. Et je pense que c'est vraiment le truc qu'il faut garder en tête. On a fait ça pour les entreprises, on fera ça pour les particuliers. Et c'est une logique qu'on veut vraiment pousser à bout. Parce que ça met en confiance, même si après derrière on fait pas le lien, mais ça permet de mettre en confiance dans un premier temps les personnes, et après ceux qui ont apprécié l'expérience peuvent du coup s'inscrire. Ok, et j'imagine que le projet il a demandé beaucoup d'investissement, peut-être notamment au niveau de la phase de développement de l'application. Aujourd'hui on tourne en fonds propres et qu'on n'a pas besoin de lever de fonds parce qu'on a réussi à se débrouiller tout seul. Faire une levée de fonds, ça veut dire que l'investisseur attend qu'on fasse un x10, il va être rentable par rapport à ses autres investissements, supporter une pression et surtout aucune liberté réel, on va nous imposer des choix business, etc. Et j'ai pas envie de ça. Aujourd'hui, on arrive à se dégager, alors pas forcément d'énormes salaires, mais déjà se dégager les premiers revenus. On arrive à avancer sereinement, on arrive à construire l'outil qui nous va. Et la levée de fonds, pour nous, c'est pas quelque chose qu'on cherche parce qu'on n'en a pas besoin pour développer l'outil. On en fera peut-être une plus tard, effectivement, si on doit vraiment pousser à atteindre un gros stade. En tout cas, c'est pas l'ordre du jour pour l'instant. C'est pas l'ordre du jour et on veut vraiment rester en fonds propres parce que pour moi, ça offre une flexibilité parfaite. Et surtout, à mes yeux, en tout cas pour notre secteur à nous, c'est la chose qui nous garantit, entre guillemets, d'être présent sur le long terme. Parce que s'il fallait qu'on fasse une levée de fonds, il faudrait qu'on apporte des énormes résultats dès le début. Et le marché n'est pas totalement même encore prêt à ça. Et c'est pas pour ça forcément mature dessus. Exactement. Mais en tout cas, on n'est pas contre ça. Juste, c'est pas l'heure du jour parce que ça prend trop d'énergie, etc. J'imagine que le projet, du coup, parce qu'il y a aussi des objections de temps en temps. Tout le monde, tu peux pas convaincre tout le monde, forcément. Sinon, ça serait trop simple. Et vous confrontez, du coup, forcément à des objections. Moi, j'en ai relevé quelques-unes de mon côté. La première, c'est finalement... Est-ce que tu as des gens qui pensent tout bonnement que l'intelligence artificielle va faire j'ai envie de dire, mourir certaines professions? Est-ce que tu as vraiment des gens qui te disent moi je ne veux pas utiliser aujourd'hui ce type de solution parce que même de la part des psychologues par exemple parce que je considère que ça va nuire en fait à ma profession? Alors malheureusement je suis obligé de dire une chose, c'est que les psychologues qui nous suivent sont également sur les réseaux pour certains. Du coup, mènent des sondages par exemple et posent directement la question à leur communauté, est-ce qu'ils utilisent l'IA? Donc ils sont à l'écoute quand même là-dessus. Exactement. Et nous, les psychologues qui travaillent avec nous, ils sont tous en fait ouverts à ça parce qu'il y a le constat de en fait si c'est pas une solution française, européenne, c'est Gemini, c'est GPT, c'est des solutions américaines qui traitent nos données, qui en font ce qu'ils veulent, qui redirigent pas forcément aussi bien aussi, et surtout on a moins entre guillemets de notre mot à dire. Je pense que c'est pour ça que certains psychologues nous suivent et qui sont prêts entre guillemets à investir du temps et nous aider, mais complètement. Moi au tout début quand j'avais commencé, j'avais pas encore 17 ans, j'avais appelé une psychiatre, elle m'a dit que j'étais sur une autre planète, etc. Donc il y a plein, en fait ça crée débat.
Moi, en tout cas, le discours que je tiens, je fais bon, bah, vous avez péricorde, c'est pas grave, tant pis. Ouais. On avance, en tout cas, qu'il arrive. Mm. Et on créera cette solution qui sera française, européenne et avec des psychologues. Si c'est pas vous, c'est pas grave, on fera avec quelqu'un d'autre. Et on veut vraiment faire ça parce que je pars du principe que c'est juste une évidence. Mm. Que quoi qu'il arrive, des gens vont parler à l'IA de ces problèmes de santé mentale et qu'on a tout intérêt à développer notre solution Dès maintenant, ouais. maintenant et surtout la développer avec eux. Ouais. Donc, pas tout le monde, on peut pas avoir tout le monde. Non, ça c'est évident. C'est ça, mais une partie d'entre eux. Ok, et je reviens du coup sur la question des données, alors qui pourrait être une objection hein, aussi, mais qui pourrait venir du salarié lui-même, je pense notamment dans le cadre du modèle donc Agathos Entreprise, du coup, où vous mettez ça en place dans des entreprises. Admettons que dans une situation où vous avez une entreprise qui collabore avec vous, un des salariés ressent le besoin d'utiliser ce service par le biais du chatbot ou des activités du coup qui sont proposées pour l'aider dessus. Est-ce qu'il est assuré justement que les données ne sont pas récupérées par son entreprise derrière? Je parle surtout de la peur que certains peuvent ressentir quand tu as évoqué ces sujets qui peuvent être encore tabous dans certains milieux professionnels. Dans certains milieux, je pense, où c'est peut-être un peu plus... on peut se livrer un petit peu plus facilement. C'est pas forcément le cas de partout encore aujourd'hui, même si ça évolue. Voilà. Est-ce que aujourd'hui c'est vraiment anonymisé du coup là-dessus? Totalement. En fait, vous n'avez pas d'employeurs qui vous disent non, moi je veux vraiment savoir. Il serait plus notre client, il serait plus notre client tout de suite déjà pour commencer. Okay. C'est la première règle. Hein. Mm. Non, j'avoue que ça m'est jamais arrivé. Je pense que si quelqu'un fait ça, on l'affichera un peu en public de notre côté. En plus, ça nous amusera du coup de décribiliser un peu une personne qui demande ce genre de choses. Mais en fait, il n'y a personne qui demande ça. Parce que déjà, les bilans, en fait, lui, l'intérêt, c'est quoi? C'est de comprendre ce qu'on ressente dans la globalité. Il sait très bien qu'à l'éducation individuelle, ça restera trop abstrait. Et que déjà, deux choses. C'est que nous, on n'a pas besoin des données pour faire améliorer l'IA. Parce que nous, tout ce qui nous intéresse, c'est de cartographier en fait pourquoi les gens l'utilisent de manière générale. Parce qu'on sait très bien qu'une personne peut avoir des biais. Et que nous, tout ce qui nous intéresse, c'est un peu la globalité et pas, entre guillemets, l'individu. Ça, c'est le premier point qui fait que il n'y a juste même pas l'intérêt business à aller sur le côté individuel. Trop complexe et beaucoup trop abstrait en fait. Quelqu'un, c'est bête, hein, mais quelqu'un qui va tester notre chatbot dans l'entreprise va dire je vais me pendre, j'insulte le patron juste pour tester l'IA. Et ça arrive souvent aussi. Et c'est pour ça qu'en fait, nous. Ça fausse les données du coup ou pas? C'est pour ça qu'on s'efforce en fait, qu'on est obligé de prendre dans la globalité et on prévient quand même quand il y a des gens qui parlent de suicide, etc. Mais je sais par exemple en visio, quand on faisait des visios, des gens testaient ça directement. C'était l'une des premières choses qu'ils testaient. En mode vraiment tester les limites un peu pour voir si c'était sérieux ou pas quoi. Exactement. Ouais. Et c'est pour ça que, en fait, nous, on est obligé de fournir dans une globalité, que ça n'a pas de sens de fournir ça, et que, en fait, l'employé, il a, je pense, bien compris que c'est anonyme, dans le sens où la création de compte n'est même pas nécessaire, en fait, pour parler. Okay. Et je pense que c'est vraiment le point le plus important, et je vois pas intérêt même, parce qu'il peut se créer un compte après pour avoir accès à un peu d'autres choses, etc. Mais en fait, pas il pour la globalité. Il n'y a même pas de contenu, en tout cas, dont il pourrait avoir accès en plus s'il se crée un compte. Donc, il n'y a même pas l'intérêt de se créer un compte. Et surtout, c'est que de ce côté-là, nous, les bilans, c'est vraiment un truc très général. C'est vraiment dire, voilà ce que ressentent les employés dans la globalité. Il y a zéro précision sur l'individu. Ok. Et du coup, après avoir démarré cette aventure il y a 3 ans, pratiquement, j'imagine que vous avez également plein de projets pour continuer à vous développer. Vous n'allez pas vous arrêter en aussi bon chemin. Tout à fait. Tu avais évoqué il y a quelques mois dans une interview la possibilité de lier cette solution avec la prise de rendez-vous directement avec des professionnels de santé pour aller plus loin en matière de conseils et dans le process de prise en charge aussi des personnes. Quelles sont, je dirais, les prochaines fonctionnalités que vous souhaiteriez développer? T'es pas obligé de tout divulguer, hein. Je peux laisser un peu de... C'est pas dérangeant, mais c'est exactement ça. C'est vraiment l'objectif de créer le moteur de recherche de la santé mentale. Et c'est même pas que s'arrêter professionnel, ça peut être des associations aussi, il y a plein d'associations. Et c'est vraiment en fait, c'est de faire une globalité de tout ce qui existe, parce qu'on part du principe que le psychologue n'est pas la réponse à tout, surtout comme on voit les commentaires, et qu'à des fois, il n'y a même pas forcément besoin d'un psychologue, des fois juste une association pourra aider si c'est des problèmes par exemple qui touchent aussi le côté financier, le côté familial. Des fois même... Vraiment créer des liens en fait, du coup. Exactement, ça sera jamais la réponse parfaite, mais au moins essayer de faire l'effort d'apporter entre guillemets la meilleure réponse qui soit. Et pour se faire complètement, c'est pour ça qu'on a commencé à mettre les liens Doctolib également. On met des liens Doctolib. Je ne sais pas si on ira jusqu'à créer des rendez-vous directement dans l'interface, mais en tout cas, on veut pousser au maximum la redirection vers la bonne ressource. Donc oui, c'est totalement l'objectif d'une future société qu'on va développer. Mais ensuite également développer la recherche aujourd'hui, créer un vrai groupe de recherche sur l'IA
Et Ok. vraiment, en fait, se placer comme vraiment leader de la création d'IA en santé mentale, c'est vraiment l'objectif sur le long terme. Et donc, on va avoir également beaucoup de travaux, entre guillemets, avec des chercheurs, des doctorants, Ok. etc., sur plusieurs sujets, pour créer une solution qui soit vraiment saine et surtout européenne Ok. d'IA en santé mentale. Ok, et ben j'imagine que vous souhaitez aussi vous développer, continuer à développer votre communauté et élargir ta cible. Et Sim, tu me disais, tu avais des personnes âgées qui t'appelaient déjà du coup Je sais même pas là-dessus. comment c'est possible. Euh, Tu le disais également en interview, le but c'est que cette solution elle soit accessible au plus grand nombre, des jeunes, des seniors par exemple. Quels sont les leviers que vous avez identifiés pour parvenir à cet objectif et j'ai envie de dire continuer à gagner en viralité? Comment est-ce qu'on fait justement dessus? Simplifier au maximum en fait. Le Ouais, moins de process et de mettre le moins de barrières possible. C'est pour ça que la création de compte, on sera toujours, on ne ouais, forcera ça jamais sera parce jamais que c'est, obligatoire. en fait, c'est vraiment le côté, on clique sur un bouton et on accède directement. Mm. Et je tiens vraiment à ça parce que pour moi, Mm. c'est le côté en fait mettre zéro friction. Parce que les personnes âgées vont parler, etc. C'est continuer à développer. Mm. Par exemple, créer un chatbot vocal. On avait essayé durant un temps de mettre un chatbot vocal. Le Ouais. problème, c'est que justement, on était trop dépendant des Américains sur certaines technologies. Donc, on s'est Ouais. retiré de ça Donc, pour les données, l'instant. du coup, Exactement. voilà. Et Ouais. du coup, on a préféré se retirer de ça et on s'est dit Mm. qu'on remettra ça en place quand on pourra avoir une bonne solution, entre guillemets, française ou européenne. Moi, j'ai tendance à me dire que je vois mal mes grands-parents, par exemple, utiliser ce type de solution parce qu'il y a encore tout ce qui est, il y a un fossé sur le numérique, du coup, encore avec ces générations, mais j'ai envie de dire que c'est de moins en moins le cas, plus on avance, Mm. on va dire, C'est ça. dans les années. Donc, je pense qu'effectivement, à terme, ce type de solution va toucher en fait tout le monde de toute façon. Euh, mais bon, en tout cas, je pense qu'on pourra en parler pendant des heures. Tout à fait. Du coup, bon, en tout cas, c'est très intéressant. Je pense que, bah, au-delà d'être une entreprise en l'IA, vous êtes aussi une entreprise à mission, aussi à Gatos, parce que vous vous inscrivez vraiment parfaitement dans votre époque pour le coup dessus. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et que vous ayez eu ce déclic avec tes associés, alors que je pense que on est aussi une génération qui prend réellement conscience, on va dire, de ce type de sujet. Selon moi, bah, on en a parlé tout à l'heure, mais je pense que c'est pas seulement une question d'époque. Mm. C'est aussi, je pense, même au-delà de la question des médias qui en parlent de plus en plus, une question de mentalité aussi Mm. qui Tout à évolue fait. par rapport à ça. Les gens se confient plus Mm. aussi là-dessus. Euh, et c'est vrai que bah, oui, la santé mentale est davantage représentée aujourd'hui, que ce soit dans la vie quotidienne, dans les œuvres, tout ce qui peut être sur les Netflix, etc. Je veux dire, dans les Tout à fait. séries qu'on regarde, qu'on consomme aussi. Euh, bon, bah écoute, je pense que c'était une très bonne manière en tout cas de conclure cette émission. Bah, merci à toi en En tout tout cas. cas, bah, bravo à toi et à ton équipe parce que Bravo à c'est toi vraiment aussi. un super projet. J'espère que vous allez aller loin, c'est tout le mal que je vous souhaite. Merci de t'être prêté à l'exercice du podcast. J'espère que tu as passé un bon moment. Très agréable. Merci. Merci à toi. Si tout comme Alexis, bah, vous portez un projet qui vous tient à cœur, dans une belle ville de Lyon, vous souhaitez le présenter, n'hésitez pas à me contacter directement par les réseaux sociaux ou par mail pour échanger. Ma porte et mon micro sont toujours ouverts pour le coup. N'oubliez pas de suivre Gone en Live sur les réseaux sociaux, LinkedIn, YouTube également. Le podcast est toujours accessible sur l'ensemble des plateformes de streaming, Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour découvrir le projet d'une nouvelle startup lyonnaise. À très vite. Merci.